Merci de nous rejoindre sur Radio Mali à Bamako, il est 13 heures. Le journal Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, mesdames, messieurs, à la une de cette édition, la semaine nationale des énergies renouvelables qui a fermé ses portes hier, samedi. Elle a permis aux milliers de visiteurs de découvrir notamment les potentialités du solaire. Occasion également de faire de bonnes affaires pour les occasions aussi de bonnes affaires pour les acteurs du domaine, nous dira Youssouf Diakité dès le début de cette édition. L'invité de ce 13h dimanche est Nuhou Maïga, il est secrétaire général de la Croix-Rouge malienne. Il nous parlera notamment de ce téléthon organisé le 10 février dernier pour venir en aide à un village qui accueille des déplacés. Il nous parlera également des activités globales et des perspectives de la Croix-Rouge malienne dans cette édition. À suivre toute l'actualité internationale dans cette édition et puis le journal des sports, ce sera avec vous, Famourou Djourté, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? Dans la page sport, on parlera des compétitions africaines des clubs de la CAF. Le Stade malien joue ce soir en déplacement au Maroc contre la Renaissance sportive Berkane. L'enjeu de la rencontre reste la première place du groupe puisque les deux clubs sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. La Coupe du Mali de football est également au menu de l'actualité sportive ainsi que les championnats nationaux cadets d'athlétisme. L'actu des sports à ne pas manquer dans une vingtaine de minutes. Et puis, l'albinisme, c'est le sujet de la chronique santé de ce dimanche. Rendez-vous en fin de journal avec Akumba Assissé. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite le journal. Fin hier à Bamako de la semaine nationale des énergies renouvelables, une rencontre ou une opportunité de proposer des solutions énergétiques durables, moins coûteuses et surtout adaptées à notre environnement. La semaine en question a enregistré près d'1 millier de visiteurs. L'un des objectifs était surtout de permettre aux visiteurs de découvrir les potentialités du solaire. On en sait davantage avec Youssouf Diakité. Cette troisième édition de la Semaine nationale des énergies renouvelables aurait comblé les attentes. Panel, conférences, rencontres B2B sur les opportunités et les potentialités des énergies renouvelables au Mali, dans la sous-région et d'ailleurs, ont été certains des temps forts de cette semaine. C'est pourquoi les membres du CNT, en l'occurrence la commission énergie, ont saisi l'occasion pour visiter certains stands. Hassan Sidibé, président commission énergie du CNT. Le Mali aujourd'hui, quoi que l'on dise, notre salut viendra à partir des énergies renouvelables, la crise que nous traversons. Le Mali est le troisième pays le plus ensoleillé d'Afrique, fait partie des top 10 des pays les plus ensoleillés du monde. Donc il faudrait profiter de cette manne que Dieu nous a faite. Bakary Sako, président de la Fédération nationale des énergies renouvelables et nouvelles. Nous sommes à la troisième édition, ayant participé à la première édition. Nous savons aujourd'hui quel est le cap et le gap qui a été franchi dans ce secteur-là. Ça, nous nous réjouissons de ça. L'accompagnement de l'État par rapport à ces événements sont des espaces d'échange qui favorisent la relation et qui permettent de faire une synergie d'action des acteurs dans le même secteur. Ces initiatives d'innovation dans le domaine des énergies renouvelables sont soutenues par la Banque africaine de développement. Franklin Kofi Ngbede, chef division énergie renouvelable à la Banque africaine de développement. Nous avons constaté qu'il y a un engagement, disons, à tous les niveaux pour que cette activité d'énergie renouvelable au Mali devienne un levier important qui permettra de contribuer, disons, à la résolution des problèmes énergétiques du Mali. Le secrétaire général du ministère de l'Énergie et de l'Eau a saisi l'occasion pour saluer la clairvoyance et l'ingéniosité des initiateurs de la dite semaine, l'Agence des énergies renouvelables. Dioro Bokoum. Au terme de ces 3 jours d'événements, je voudrais adresser toutes mes félicitations aux organisateurs et à l'ensemble des participants pour le succès enregistré. La présente cérémonie est le témoignage de l'excellence des relations entre tous les acteurs du secteur de l'énergie ayant comme objectif commun d'assurer l'accès aux services énergétiques modernes afin de contribuer de façon notable au développement durable de notre pays. C'était
là donc un reportage signé Youssouf Diakité. 71 millions de francs CFA sont collectés lors du téléthon initié le 10 février dernier par la Croix-Rouge malienne. Cet argent est destiné à aider les déplacés du village de Kamanegela. C'est dans la commune de Tchakadougou, région de Koulikoro. Vendredi, les responsables de la Croix-Rouge malienne étaient face à la presse pour faire justement la restitution de la soirée de bienfaisance. On en parle avec Nouhoum Maïga, il est secrétaire général de la Croix-Rouge malienne. Il est l'invité de ce 13h dimanche en direct avec nous dans ce studio. Monsieur Maïga, bonjour. Bonjour. Alors, 71 millions de francs CFA collectés au cours d'une soirée, objectif atteint? Oui, pour nous, l'objectif était atteint parce que l'objectif, ce n'est pas seulement le montant à recouvrer ou le montant mobilisé, c'est aussi l'objectif de visibilité de la Croix-Rouge et l'objectif aussi pour la population malienne de l'intérieur comme de la diaspora de comprendre les actions de la Croix-Rouge, d'y adhérer et de mobiliser effectivement, de se mobiliser pour venir en aide aux populations, au reste de la population qui se trouve aujourd'hui dans la précarité. Justement, on va parler des actions de la Croix-Rouge tout à l'heure, mais pourquoi le choix de déplacer du village de Kamanegela? Le village de Kamanegela, parce que c'est un village excentré sur la route qui va à Sélengue et ce n'est pas sur une artère principale. Et donc, ce n'est pas un village où beaucoup d'acteurs passent, mais la Croix-Rouge malienne étant une organisation à base communautaire avec des volontaires et des membres sur toute l'étendue du territoire, dans tous les villages et dans toutes les communes, ces volontaires ont effectivement identifié ce village-là comme étant un village où depuis 2019, il y a des populations déplacées qui n'ont reçu aucune assistance. D'accord. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé que pourquoi ne pas faire appel à l'entraide, l'esprit d'entraide, d'altruisme et de générosité du peuple malien pour venir en aide à ces populations-là, au lieu toujours de chercher de l'argent, des ressources de l'extérieur pour aider les autres Maliens. Et comment est-ce que cet argent sera utilisé pour aider justement ces déplacés? Déjà, avant même le Téléthon, nous avons conduit une évaluation rapide dans le village pour voir les besoins de ces populations-là. Et les besoins sont des besoins en matière de santé, des besoins en matière d'approvisionnement d'eau, des besoins en sécurité alimentaire et des besoins d'éducation. Et c'est ça que nous avons identifié. Et nous avons pensé que il était important de pouvoir faire des contributions parce que nous ne pouvons pas subvenir totalement aux besoins de ces populations parce que c'est une action de longue haleine, mais nous pouvons faire une contribution effectivement pour les besoins les plus urgents, mais aussi jeter les bases pour un relèvement de ces populations-là, notamment des populations déplacées. Et c'est l'occasion effectivement de remercier aussi les populations hôtes de ce village-là qui depuis 2019 ont accueilli ces déplacés, près de 500 personnes qui sont venues dans le village de Kamanegela. Très bien. Et quelle est la prochaine étape après cette soirée? Déjà, nous avons mis en place aujourd'hui une équipe de projet qui va réévaluer les besoins et sur la base des fonds collectés et sur la base, parce qu'actuellement, il y a des fonds qui sont collectés, il y a des fonds qui sont à recouvrement, il y a aussi d'autres promesses qui ont été faites après l'événement. Alors donc, nous allons collecter ces fonds-là et puis il y a l'équipe qui va faire une seconde évaluation de la situation et sur l'aune de ces ressources mobilisées, voir concrètement ce qui peut être fait dans ces 4 domaines-là. Au-delà de cette activité ponctuelle, quelles sont les grandes actions de la Croix-Rouge malienne? En quelques mots. En fait, aujourd'hui, on parle de l'assistance à la population déplacée, les populations hautes de Kamanegela, mais la Croix-Rouge malienne déjà, qui est fondée depuis 1965 sur la base des conventions de Genève et qui a pour mandat d'assister les populations sur toute l'étendue du territoire du Mali, effectivement est en train de faire cela. Et nous sommes, Kamanegela, c'est un village, mais nous assistons toutes les populations sur toute l'étendue du territoire. Il n'y a pas une région où on n'a pas un bureau physique avec des volontaires, avec des membres, avec des ressources humaines et logistiques pour venir en aide aux populations partout où nos moyens et nos capacités et l'accès nous permettent de le faire. Alors donc, nous avons
nous travaillons dans le domaine de la santé, dans le domaine de la préparation et la gestion des catastrophes, dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le domaine de la protection de l'environnement et la résilience des communautés, et dans le domaine de renforcement des capacités des acteurs locaux et de la Croix-Rouge elle-même. À ce jour, est-ce que la Croix-Rouge malienne a la politique ou les moyens de sa politique sur le terrain, en termes de ressources humaines et financières? Bon, vous savez, la Croix-Rouge malienne est une organisation humanitaire, auxiliaire de l'État dans le domaine de l'humanité. Maintenant, elle contribue effectivement à alléger les souffrances des populations. Les besoins du Mali, des populations du Mali, comme vous le savez, sont des besoins qui sont grandissants à cause de l'impact combiné des effets du changement climatique et du conflit que nous avons connu depuis 2012, qui a entraîné beaucoup de misère, beaucoup de déplacements. Et donc, pour cela, aujourd'hui, la Croix-Rouge est l'une des organisations, sinon souvent la seule organisation qui se trouve sur le terrain dans certaines zones, à cause de déjà notre proximité avec les populations, à cause du fait aussi que nous n'avons pas attendu qu'il y a des situations de conflit ou pour être là. Nous sommes là avec les populations en temps de paix comme en temps de guerre. Et lorsqu'il y a des situations de précarité, la première organisation que les populations voient, c'est la Croix-Rouge. Alors donc, nous ne pouvons pas avoir la prétention d'avoir les moyens de nos ambitions, parce que nos ambitions sont grandes pour ce peuple malien, pour ces populations-là. Justement, quels sont vos projets et perspectives très rapidement? Nous avons, vous savez que nous travaillons sur la base d'un plan de développement, un plan stratégique de développement de 5 ans. Chaque 5 ans, on développe ce plan stratégique-là. Et aujourd'hui, l'essentiel de ce plan-là, c'est de l'assistance d'urgence aux populations qui sont affectées par la crise et aussi le relèvement de ces populations-là. Parce que pour nous, il ne s'agit pas juste de donner de l'assistance alimentaire d'urgence de 3 mois, 4 mois, 5 mois, mais aussi il faut aider les populations à reconstituer leurs moyens de vie, à développer une véritable résilience face à la situation d'insécurité alimentaire, mais aussi des conflits. Donc c'est pourquoi nous pensons qu'il est important que nous puissions lier à l'assistance alimentaire d'urgence ou l'assistance d'urgence les actions de relèvement précoce de ces populations-là. Nous aurions aimé continuer ce bel entretien avec vous. Alors, si vous avez un message particulier très rapidement à passer, quel s'appelle, M. Maïga? Le message, c'est d'abord de remercier les populations du Mali qui ont, pendant ce téléthon-là, ont mobilisé suffisamment. Près de 96% des fonds qui ont été mobilisés étaient des fonds qui étaient mobilisés à l'intérieur du Mali. Cela veut dire qu'il y a un potentiel. Donc, remercier toutes les populations et remercier les organisations, y compris le RTM, qui a vraiment mouillé le maillot pour que l'événement soit une réussite, et tous les partenaires qui ont aidé la Croix-Rouge, et dire que aujourd'hui la Croix-Rouge malienne reste la Croix-Rouge du Mali, de la population du Mali. Elle est auxiliaire de l'État, elle va toujours continuer à aider, à soutenir les populations. Et dire que ce slogan que nous avons toujours, donné une fois à la Croix-Rouge et la Croix-Rouge vous donnera toujours. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Nuhu Maïga, secrétaire général de la Croix-Rouge malienne. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Actualité hors de nos frontières au Tchad, le président de la transition est officiellement candidat à l'élection présidentielle prévue le 6 mai prochain. Nouhoum Sissoko, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, le chef de l'État tchadien, Mahamat Idriss Déby, a déclaré sa candidature hier au cours d'une cérémonie organisée par la coalition formée en vue du scrutin par le MPS. Le MPS est le parti fondé par son père. Le général Mahamat Idriss Déby Itno avait gardé le silence depuis la mi-janvier 2024. Lorsque le MPS avait sollicité sa candidature, c'est désormais officiel. Il sera candidat à l'élection présidentielle. Il l'a annoncé lors d'une cérémonie d'investiture devant 1 millier de personnes rassemblées dans le grand amphithéâtre du ministère des Affaires étrangères. Il a dit accepter avec humilité les sollicitations de la coalition. Sa candidature n'a cependant rien d'une surprise, car si Mahamat Idriss Déby a dit dans son discours que dans un premier temps, il ne se voyait pas candidat, le déroulement de la transition ne laissait guère de doute. Le MPS avait d'ailleurs accéléré les choses en le désignant mi-janvier
dans la foulée de la victoire du oui au référendum constitutionnel, avant d'engager des discussions en vue de cette coalition pour un Tchad uni qui promet une victoire éclatante au chef de la transition. Celui qui peut se faire moudre n'a qu'à passer devant nous, a dit le patron du MPS, Mohamed Zenbada, avant d'ajouter « Nous vous enlèverons 65% des voix et vous irez récupérer le reste ». Mohamed Idriss Déby a lui été sobre. Il a salué la résilience des Tchadiens et défendu l'œuvre de la transition, principalement le maintien de la stabilité du pays dans une sous-région où une simple étincelle peut allumer tout un pays, a-t-il dit. Alors, nous, Sissoko, mais la mort de l'opposant Yaya Dillo n'a pas été évoquée par le président de la transition. Pourquoi? Les événements de la semaine marqués par la mort de Yaya Dillo, mercredi 28 février, lors de l'assaut contre le siège du parti de l'opposant, le chef de l'État s'est gardé de faire référence à ces événements pour ses soutiens. Yaya Dillo tentait de semer le chaos dans le pays et les forces de sécurité ont fait leur devoir et agi en légitime défense. Cette version est contestée par beaucoup qui s'interrogent sur une utilisation abusive de la force. Ibrahima Traoré, beaucoup d'acteurs politiques de la société civile, de simples citoyens, s'interrogent sur les conséquences de ces événements et regrettent que la campagne électorale ne s'annonce pas dans la sérénité. Merci beaucoup, Nouhoum Sissoko, pour toutes ces explications. En République démocratique du Congo, les chefs d'état-major des pays membres de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, se sont rendus à Goma au moment où le M23 avance sur le terrain. Une réunion qui suscite espoir et interrogations sur l'efficacité et la légitimité des troupes de la SADC à agir. Alors, Lassina Keita, expliquez-nous l'objectif de cette visite des chefs d'état-major de la région en République démocratique du Congo. C'est une réunion de coordination et d'évaluation de la situation actuelle caractérisée par une recrudescence des combats ces dernières semaines entre les rebelles du M23 et les forces armées congolaises. Cette réunion des chefs d'état-major de la région est une première depuis le déploiement des troupes de la SADC au Nord Kivu. Pour le général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée congolaise, il s'agissait d'évaluer l'état d'avancement des opérations sur le terrain et d'affiner les stratégies pour renforcer les opérations militaires et également un signal fort de l'engagement et de la détermination de la SADC et du Burundi aux côtés de la RDC. Ce déplacement des chefs d'état-major de la SADC suscite beaucoup d'espoir et est salué par Placide Zilamba, membre de la société civile de Ngoma. Selon lui, la visite permettra de comprendre la situation d'insécurité dans le pays. Par contre, certains habitants expriment leur inquiétude par rapport à l'efficacité des troupes de la SADC ainsi que de leur légitimité à agir dans un contexte de vive tension. Des véhicules blindés de la SADC ont été touchés lors d'une attaque du M23 faisant 4 blessés, dont un soldat tanzanien et des civils. Il faut signaler que la rétrocession des bases des forces de maintien de la paix des Nations Unies a commencé cette semaine. Une a déjà été remise aux forces congolaises, cela dans le cadre d'un éventuel retrait de la MONUSCO. Et nous voyons à présent les brèves internationales. C'est avec vous, Bourama Traoré. Bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. L'Union européenne estime que les engagements de Macky Sall de ne pas aller au-delà du terme de son mandat doivent être respectés. Oui, l'UE dit suivre également avec attention et inquiétude les événements dans les pays depuis l'annonce du report de la présidentielle qui devait se tenir le 25 février dernier. Elle avait déployé une mission d'observateurs électoraux début février au Sénégal. En Côte d'Ivoire, la campagne mondiale de sensibilisation à la sécurité routière a été lancée à Bouaké dans le centre du pays. Outre la Côte d'Ivoire, la campagne a eu lieu dans 80 pays à travers le monde. Elle est soutenue par des personnalités telles que Youssou N'Dour ou encore Didier Drogba. Selon les chiffres, on compte près de 220 000 morts sur les routes chaque année en Afrique. L'Algérie accueille depuis jeudi le forum des pays exportateurs de gaz. Pendant 3 jours, les émissaires de pays riches en énergie ainsi que les dirigeants de 13 autres pays, dont la Russie, l'Iran, le Qatar et le Venezuela, ont échangé sur le contexte actuel. En effet, l'industrie est confrontée à la baisse de la demande de pétrole et de gaz et à la nouvelle concurrence des sources d'énergie renouvelables. Le forum des pays exportateurs de gaz, c'est aussi l'occasion pour les participants de coordonner les investissements et les liens avec les pays acheteurs et de développer davantage les capacités de production. Le forum a approuvé l'adhésion du Sénégal et de la Mauritanie à l'Organisation des pays exportateurs de gaz. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, accuse Israël
des massacres massifs de Palestiniens. Ce n'est pas tout. Il appelle à une enquête internationale après une tragédie de distribution d'aide humanitaire, lors de laquelle des tirs israéliens et une bousculade ont fait plus d'une centaine de morts. Au même moment, le ministère de la Santé du Hamas a annoncé hier un nouveau bilan de 30 320 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Dans le même registre, grande mobilisation hier aux États-Unis en soutien aux Palestiniens. Des milliers d'Américains ont manifesté dans une dizaine de pays à travers les pays pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza. La semaine dernière, un soldat s'était immolé tout près de la Maison-Blanche pour protester contre ce qu'il a appelé le génocide palestinien. Aux Émirats arabes unis, la réunion ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce s'est soldée vendredi par un constat d'échec sur les dossiers majeurs de la pêche et de l'agriculture. Malgré les discussions prolongées d'une journée, les ministres des 164 pays membres de l'OMC se sont quittés sans parvenir à un accord. La seule avancée des 5 jours de négociation concerne le commerce électronique exempté des droits de douane depuis 1998. L'Inde a accepté de ne pas opposer son veto à l'extension du moratoire douanier sur les transmissions électroniques, mais pour 2 ans maximum jusqu'en 2026. La Russie va déployer des armes supplémentaires dans ces régions pour faire face aux menaces qui pourraient provenir de Suède et de Finlande. Cette décision est une réaction du gouvernement russe à l'adhésion de ces pays à l'OTAN. La Finlande est en rejoint l'organisation du traité de l'Atlantique Nord en avril 2023 et le Parlement hongrois a approuvé lundi la demande d'adhésion suédoise. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a déclaré que des armes supplémentaires seront localisées, stationnées, déployées sur place qui seront adaptées aux menaces qui pourraient apparaître sur le territoire de la Finlande et de la Suède. Le Kremlin a également prévenu que si l'OTAN envoyait des troupes de combat en Ukraine, un conflit direct entre l'Alliance et la Russie serait inévitable. Merci beaucoup pour Traoré pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale et parlons de cette reprise des négociations au Caire en Égypte entre Israël et le Hamas. C'est pour parvenir à une trêve à Gaza et à un accord de libération d'otages. La balle est dans le camp du Hamas, affirment les États-Unis. On en parle avec vous. Mohamed Sangaré, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors quel est l'enjeu de cette nouvelle médiation ? L'enjeu demeure une trêve et un échange otages-prisonniers palestiniens pour le Ramadan qui débute dans une semaine. Israël reste ferme sur ses positions qui pourraient être réitérées un peu plus tard aujourd'hui lors de la réunion du Conseil des ministres hebdomadaire à Jérusalem. Les Israéliens attendent la réponse du Hamas sur la formule cadre établie lors de la rencontre de Paris. À ce stade, Israël a suspendu sa participation pour les négociations qui se déroulent au Caire et exige que le Hamas communique au préalable la liste des otages qu'il détient à Gaza et qui sont toujours en vie. Pas de réaction aux informations optimistes en provenance de Washington selon lesquelles les Israéliens auraient plus ou moins accepté la proposition d'un cessez-le-feu selon les termes utilisés par un haut responsable américain. Côté palestinien, si l'Israël accepte les demandes du Hamas qui inclut le retour dans le nord de Gaza des Palestiniens déplacés et une augmentation de l'aide humanitaire, cela pourrait ouvrir la voie à un accord sur une trêve dans les 24 ou 48 prochaines heures, a dit ce matin un haut responsable sous couvert d'anonymat. En près de 5 mois, les opérations militaires israéliennes déclenchées en représailles à l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre dernier ont fait plusieurs morts dans la bande de Gaza, en majorité des civils, a indiqué le ministre de la Santé. Il a fait état de 90 morts en 24 heures, dont 14 membres d'une même famille dans une frappe à Rafah. Ibrahim. Merci beaucoup, Mohamed Sangaré, pour toutes ces explications. Retour à l'actualité nationale avec cette information qui nous parvient de la Société Énergie du Mali qui informe son aimable clientèle qu'un incident regrettable s'est produit sur son site de Diré ce vendredi 2 mars 2024 aux environs de 15h30. Un départ de feu s'est déclaré à partir de la motopompe lors du dépotage nécessitant l'intervention immédiate de la protection civile et des services de secours. EDM tient à rassurer sa clientèle que toutes les mesures de sécurité ont été mises en place pour contenir l'incident et protéger la zone environnante. Les équipes travaillent en étroite collaboration avec les autorités compétentes pour gérer la situation le plus efficacement possible.
La société EDEM rassure, la sécurité des employés, de la population et de l'environnement reste une priorité absolue dans la conduite de ses activités au service de ses clients. À noter depuis ce matin la reprise progressive des activités de la centrale de Diré. EDEM assure qu'elle tiendra informer les populations de l'évolution de la situation et des mesures prises pour limiter les impacts potentiels. On en vient au grand reportage de la rédaction, le mariage collectif de Teneni dans le cercle de Saint-Louis. C'est le sujet de ce grand reportage signé Drissa Akone. Cette année, 134 couples se sont dit oui. Une semaine de festivités et de retrouvailles pour les ressortissants de la localité. Cette 7e édition est marquée notamment par le cortège des mariés en charrette et la promenade dans les ruelles du village en tenue traditionnelle. Peul Drissa Akone, comme je le disais, nous raconte les temps forts de ce mariage collectif de Teneni. Le mariage collectif de Teneni est un événement très attendu pour son caractère festif et culturel. Pour cette 7e édition, 134 couples sont venus sceller leur union. Mariam Tera, mariée. On a quitté la Côte d'Ivoire et on est venu faire mariage ici. Et on est très fiers et on est contents. Mohamed Tera, résident à Bamako. Plus que content. J'ai même voulu que ce soit ici. Sinon, je suis de Bamako, mais je suis natif de Tineni. Outre ces couples, des centaines de ressortissants et sympathisants du village ont fait le déplacement. Durant 4 heures d'horloge, chaque couple et les 2 témoins passent devant le maire. Bourema Dambé, maire de la commune rurale de Teneni. Le mariage collectif, au-delà de sa signification culturelle pour la communauté, symbolise la paix, la cohésion et l'unité. Abdoulaye Tangara, 2e adjoint au préfet du Cercle de Sang. Toutes nos félicitations à l'équipe communale de Teneni. Ça a été un plaisir pour nous autres au moins. C'est notre première fois d'assister quand même à une cérémonie où il y a pratiquement 134 mariés d'un coup. Vraiment ça c'est un plaisir. On souhaite vraiment chaque année d'être avec ces gens dans la même situation. Les charretiers sont positionnés devant la cour de la mairie pour le cortège tant attendu. Tous embarquent dans la charrette pour le rituel des 3 tours dans le village. Un autre aspect culturel est jalousement conservé par les organisateurs. Abdoulaye Tangara, 2e adjoint au préfet du Cercle de Sang. Ça veut dire que la commune rurale de Teneni a toujours conservé ses antécédents. On souhaite que, bien vrai qu'il y a la modernité partout, mais ils ont au moins accepté d'être eux-mêmes. Parce que quand vous avez vu l'entrée des mariés dans une charrette, vraiment c'est extraordinaire. Notre souhait le plus absolu est que ces idées souvent se partagent entre le pays et que les gens reviennent un peu en arrière. La modernité, d'accord, mais nos valeurs culturelles sont là et vraiment on le souhaite qu'on revienne sur ces valeurs culturelles-là. Les couples rejoignent ainsi les noces pour 6 jours, période durant laquelle tous les époux se retrouvent chaque matin, histoire d'un véritable brassage. Et ce n'est pas tout. Mamadou Traoré, président de l'Association des jeunes pour le développement et le progrès de Teneni. Les mariés se retrouvent ici jusqu'à la nuit. Les vieux viennent leur donner des conseils, comment faire la prière et leur donner les conseils sur le mariage. Chez nous, il n'y a pas de divorce. La nuit, les femmes viennent les retrouver ici. On va continuer le reste de la fête. Après, les mariés vont se retrouver dans leur chambre nuptiale. Cette fin de noces est marquée par une parade dans le village où les nouveaux mariés sont habillés en accoutrement Peul. Mamadou Traoré, président de l'Association des jeunes pour le développement et le progrès de Teneni. Vous savez, Teneni faisait partie de l'Empire du Massina. Depuis lors, nous avons gardé cette pratique. Depuis la nuit des temps, à chaque mariage, les mariés s'habillent comme ça. Abdoulaye Tangara, 2e adjoint au préfet du Cercle de Sang. Donc vraiment c'est attirant et en même temps ça nous fait revenir un peu en arrière. Parce que c'est un petit rappel par rapport au Peul du Massina. Donc nous, encore une fois, on les félicite et puis on les encourage à maintenir ce cap-là pour les jours à venir. Parce que seule notre culture est vraiment une autonomisation pour nous-mêmes en fait. Qu'on soit Bamara, Sénéfo ou Peul. Donc chacun s'identifie à partir de sa culture. Au vestibule où attendent les sages du village, les mariés se retrouvent pour un dernier conseil qui met fin à cette 7e édition du mariage collectif de Teneni. Sans Drissa Akone et Sédou Kamena pour le RTM. Le journal des sports, une signature de Famourou Djourté bien installée. Hein? Très bien, Ibrahima Traoré. D'abord du football là, sur le continent, le stade malien de Bamako
est en déplacement au Maroc pour défier la Renaissance sportive Berkane en Coupe de la Confédération. Oui, c'est dans le groupe D. Le Stade Malien et la Renaissance Berkane du Maroc sont déjà qualifiés pour les quarts de finale avec respectivement 10 et 11 points. Les deux équipes s'affrontent cet après-midi pour déterminer le leader du groupe. C'est la troisième fois sur 5 que le Stade Malien de Bamako réussit à s'extirper de la phase de groupe de la Coupe CAF, dont un sacre en 2009, le seul titre continental du Mali en football au niveau des clubs à ce jour. Dans le groupe A, le SM Alger est déjà qualifié en quart de finale, tandis que Modern Future et Al Hilal se disputeront le dernier ticket. Zamalek du Caire et Abou Salem sont les qualifiés. Dans le groupe B, le groupe de tous les dangers est le C. 3 clubs luttent pour 2 places. Dreams FC du Ghana est en tête avec 12 points. Il est suivi de Rivers United du Nigeria et Club africain de la Tunisie qui ont chacun 9 points. En Ligue des Champions, Simba de Tanzanie et l'Espérance de Tunis ont remporté les 2 derniers tickets lors de la 6e et dernière journée des matchs de groupe. Les 16e de finale de la Coupe du Mali se poursuivent aujourd'hui. Le Djoloubassi reçoit l'AS Komi de Diré sur le terrain de l'association sportive de Bamako ASB. Au stade Sidiki Ouattara de Koutiala, AS Alençon de la localité joue contre AS Bakaridian de Balaouri. Kaleme FC affronte Derby Academy à Tombouctou. Les autres matchs se joueront jeudi 7 mars. Déjà ce samedi 2 mars, les clubs de Ligue 1 qui étaient en action ont tous gagné. Il s'agit de Binga FC, de l'AS Real de Bamako, de l'association sportive de Korofina de l'USFAS, de l'US Bougouni et Afrique Football Elite, ainsi que l'AS Kaï et CF La Paix de Ségou qui évoluent en 2e division. En Europe, 2 affiches sont à suivre ce dimanche. Dites-nous lesquelles. Manchester sera-t-il rouge ou bleu? La réponse c'est à partir de 17h30 GMT après le choc entre City et United. La rencontre débute à 15h30 temps universel. Manchester United aura à cœur de se racheter. À l'aller, les Red Devils ont été surclassés devant leur public à Old Trafford par les Citizens 3-0. United entend surfer sur sa bonne forme du moment en Premier League avec 4 succès pour une seule défaite, série qui a permis à l'équipe de remonter à la 6e place avec 44 points. Mais l'équilibre reste fragile pour les hommes d'Eric Ten Hag qui vont se frotter à un véritable rouleau compresseur. Oui, Manchester City est irrésistible depuis sa dernière défaite en date du 6 décembre face à Aston Villa. Depuis ce revers, la troupe de Pep Guardiola a enchaîné 16 victoires pour seulement 2 matchs nuls. Une a permis aux Sky Blues de retrouver la 2e place en Premier League avec 59 points à une longueur de Liverpool avant la 27e journée. Liverpool a désormais 4 longueurs d'avance suite à sa victoire de ce samedi. Dans ce derby de Manchester, les Citizens partiront avec les faveurs des pronostics, sauf que dans un derby, surtout celui de Manchester, la vérité du terrain peut souvent se révéler être bien différente. En Espagne, actuel 3e de la Liga, avec 57 points, le Barça sera dans le Pays Basque pour défier l'Athletic Bilbao. Un véritable test pour les Catalans, pour qui l'enjeu sera double. Après un mois de janvier cauchemardesque, les hommes de Xavi n'ont pas le droit à l'erreur pour rester au contact de Girona dans la lutte pour la 2e place, alors que le rival madrilène caracole en tête du championnat. Pour cela, il faudra confirmer la bonne forme du moment pour les Blaugrana qui sont sur une série en cours de 4 victoires et 1 nul en Liga. Un bon indicateur sur le papier, sauf que le Barça va se frotter à Ednos, actuel 5e au classement avec 49 points. Bilbao peut faire un rapproché en cas de succès des Basques qui restent sur une victoire convaincante en coupe face à l'Atlético Madrid 3-0 et qui ont battu ce même Barça en quart de finale de la Coupe du Roi 4-2. Autant d'arguments qui peuvent pousser Bilbao à rééditer sa performance du mois de janvier. Et terminons cette actualité des sports avec un mot d'athlétisme, notamment les championnats nationaux cadets qui ont pris fin hier samedi au stade du 26 mars. Oui, les jeunes athlètes filles et garçons des différentes ligues ont rivalisé dans les épreuves phares de l'athlétisme. Dans l'épreuve reine, le 100 mètres chez les garçons, Boubacar Diané du Sigideka a été le plus rapide. Il est suivi de Kari Dambele de l'AS Aka et Sibiri Doumbia de l'AS Alençon de Koutiala. Du côté des filles, Aïssata Assalou de l'AS Aka est arrivée première devant Stafiatou Zerbo de l'US 100 et Fatmata Diarisso de l'AS Djaba. Le 200 mètres garçon est remporté par Bamba Daou de l'US 100. Badra Aliou Sanogo de l'AS Aka et Aïssata Sissoko du Sigidekai sont les vainqueurs du 400 mètres garçons et filles. Ces championnats nationaux cadets donnent le temps de la nouvelle saison de l'athlétisme national avec en ligne de mire le meeting des 100. Merci beaucoup Famboulou Djourté pour toutes ces informations sportives. À dimanche prochain. Inch'Allah. Inch'Allah. Focus santé.
L'albinisme, sujet de la chronique santé de ce dimanche. Les personnes atteintes de cette anomalie sont affectées généralement par des maladies cutanées et oculaires. À Bamako, leur prise en charge s'effectue à l'hôpital de dermatologie. Koumba Sissé y a fait un tour. Son reportage. De par leur nature, les problèmes majeurs chez les albinos, c'est l'infection de la peau et qui peut être à la longue cancéreuse, raison pour laquelle ils doivent suivre un traitement afin d'éviter toute complication. On les sensibilise et on essaie aussi d'aller vers les associations pour les informer de l'utilité de cette crème solaire qu'on appelle écran solaire. Et puis, nous pratiquons les interventions chirurgicales. Les taches noires qui apparaissent sur la peau des albinos sont dues aux effets du soleil. Des techniques pour les enlever. Mamadou Gassama. Dans ces taches noires, pour nous, c'est le côté esthétique, car ces taches noires-là n'évoluent pas en cancer. Ces taches-là, bien sûr, c'est très facile de les enlever. L'azote liquide. On se protège contre ce qui est les rayons solaires. Si ça ne protège pas contre la cause, ça est aussi pris en compte à l'hôpital de Mamadou Gassama, dermatologue. Il y a aussi la prise en charge ophtalmologique qui est là. Ainsi, les dons des verres pour corriger la vision que ces enfants-là puissent étudier dans de bonnes conditions. Pour le suivi des albinos, la consultation d'un psychologue est aussi nécessaire, car souvent leur venue dans certains à d'énormes difficultés, tant sur le plan social que professionnel. Amadou Diallo, personne atteinte d'albinisme. Nous souffrons vraiment de beaucoup de mal. Il y a les rejets, on a des difficultés pour être embauchés à cause de notre capacité physique. Et il faut reconnaître aussi que les albinos, jusqu'à présent, on a des problèmes par rapport au mariage. Mamadou Gassama, dermatologue. Un albinos, c'est comme un intrus dans la famille. On parle beaucoup de choses. Donc du coup, cela veut dire que dès à la naissance, une personne atteinte d'albinisme doit se faire consulter par un psychologue parce que ça crée une panique dans la famille. Donc dès à la naissance, il doit venir, qu'on lui donne des conseils, comment entretenir l'enfant. Comme ce sont les rayons ultraviolets A et B qui sont à la base des infections cutanées, les personnes atteintes d'albinisme doivent porter des habits qui couvrent tout le corps, une pratique qui leur évitera d'avoir des lésions sur la peau. Focus Santé. Fin de ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec la coordination éditoriale Bourama Traoré. À la réalisation, Lassina Keita, la mise en onde est assurée par Bintou Traoré et retrouvée ce journal sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Cheikh Abdulaziz Koulibaly. Les infos restent à nos portes. Juste après moi, retrouvez Famourou Diourté dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Et à 19h30, la grande édition du soir avec Agibou Koulibaly. D'ici là, très bon moment de radio en notre compagnie.
et très bon dimanche à toutes et à tous. Au revoir.